Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. On est très heureux de vous avoir. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de politologie, vous dirigez également la rédaction de la revue politique et parlementaire, excellente revue du paysage des revues républicaines françaises. Vous êtes l'auteur de Chaos avec Stéphane Rosès l'an dernier aux éditions du Cerf. L'année précédente, Comment sont morts les politiques, un livre qui retrouve une certaine actualité, c'est le moins qu'on puisse dire ces jours-ci. On prévoyait un peu, faut bien dire, plus aggravé, plus pire, si vous me passez l'expression, que les émeutes de 2005. Il s'avère que la séquence d'un embrasement sur l'ensemble du territoire français a été très intense, mais relativement peu durable. Est-ce que, d'après vous, Arnaud Benedetti, il faut attribuer cette relative brièveté des incidents, des émeutes, des pillages et des destructions à l'action de fermeté et de responsabilité de l'actuel exécutif, Borne, Darmanin, Macron? C'est difficile de le dire. Si vous voulez, par rapport à 2005, en effet, Emmanuel Macron peut exciper d'une certaine manière un succès. C'est que, à la différence de ses prédécesseurs de 2005, il n'a pas été obligé d'avoir recours à l'état d'urgence. Que lui proposait notamment le chef de la droite républicaine, Éric Ciotti. Que proposait un certain nombre de responsables politiques. D'après vous, qu'est-ce qui explique justement la réticence de l'exécutif à recourir à cet état d'urgence? Deux choses. Déjà, la différence par rapport à 2005, c'est-à-dire qu'on a eu une séquence certes plus courte, mais beaucoup plus violente. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le chiffre des forces de l'ordre qui ont été blessées, vous avez à peu près 700 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés en 4 jours, contre 250 en 5 semaines en 2005. Donc ça dit quelque chose quand même sur l'intensité des affrontements. Ensuite, le deuxième aspect, qui me paraît important et très différentiel par rapport à 2005, c'est que on avait une partie des émeutiers qui étaient très jeunes, entre 11, 12, 13 ans. Donc on est avec des enfants. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qui est un point vraisemblablement de différence par rapport à 2005. Et le troisième aspect, qui moi m'a frappé, et là-dessus je rejoins assez Emmanuel Macron, même s'il a été critiqué, mais sauf que Emmanuel Macron en fait une des causes, moi je pense que c'est surtout, je veux dire, une nouvelle forme de la violence, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, ont amplifié la mobilisation des émeutiers et ont surtout, d'une certaine façon, renforcé parfois les actions violentes. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau par rapport à 2005. Ensuite, alors pour répondre à votre question... Vous résumez très bien le cadre, disons, global, on va dire, d'une certaine manière, plus intense, plus grave, dans lequel se sont déployées les très récentes émeutes de la semaine dernière. C'est-à-dire un cadre, au fond, où il y a encore moins de freins, d'inhibition à la violence et à la sauvagerie, le cas échéant. Donc nous avons progressé, si j'ose dire, dans l'ordre de la décivilisation. Mais alors, concrètement, pour le politologue que vous êtes, Arnaud Benedetti, ce matin sur Radio J, est-ce que vous décernez un relatif satisfecit à la façon dont s'y est pris ce gouvernement pour contrer les menaces et les destructions? La réalité, c'est que des moyens importants en matière de déploiement des forces de l'ordre ont été engagés assez rapidement, puisque quand même, dans les 2 derniers jours d'émeutes, ou 3 derniers jours, on a eu jusqu'à 45 000 hommes déployés sur le territoire. Après, vous savez, il est encore un peu tôt pour faire une analyse, j'allais dire, le nez sur la fenêtre de l'événement, parce que il faudra attendre les remontées, et on a déjà quelques remontées, par exemple des renseignements territoriaux, ou en tout cas aussi de professionnels de l'ordre public, qui disent que dans un certain nombre de territoires, il y a eu des initiatives sur le terrain qui ont été prises notamment par des trafiquants, des dealers, parce qu'ils considéraient que ces émeutes étaient un obstacle à leur business. Pour le dire très concrètement, c'est très important ce que vous dites, Arnaud Benedetti, ce matin sur Radio J. Je ne dis pas que c'est la seule explication. Voilà, vous êtes politologue, vous êtes auteur de plusieurs livres, vous dirigez la revue politique et parlementaire. Au fond, c'est très important là, ce que vous venez de dire, c'est qu'au fond, les émeutes auraient perturbé les trafics et donc jusqu'à un certain point, dans certains départements, les trafiquants de drogue ont demandé aux émeutiers, les plus jeunes notamment, de se calmer. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure et qui n'est pas exclue, encore une fois, par un certain nombre d'observateurs autorisés. Mais ça ne suffit pas à expliquer, si vous voulez, le fait que ces émeutes se soient arrêtées au bout de 4 jours. Alors, j'imagine que vous vous êtes posé la question. Les moyens policiers ont certainement quand même permis, à un moment donné, de contenir le feu. D'abord, il y a une différence même dans les différents jours d'émeutes. Le premier jour d'émeute ou le
deuxième jour d'émeute, ce à quoi on a assisté, c'est-à-dire on a eu des forces de police qui ne sont pas allées au contact et qui d'ailleurs avaient ordre de ne pas aller au contact. C'est la raison pour laquelle, rue de Rivoli, on a eu ces boutiques qui ont été pillées parce qu'il n'y avait pas de présence policière. Évidemment, au bout de 48 heures, d'une certaine façon, l'État et le préfet de police, notamment à Paris, ont changé leur fusil d'épaule et ont décidé de faire en sorte que les forces de l'ordre aillent au contact. Et là, clairement, malgré tout, ça a certainement été utile pour, à un moment donné, ramener l'ordre dans un certain nombre de territoires. Alors j'imagine que vous vous êtes posé la question, vous êtes un de nos meilleurs commentateurs politiques, on vous voit beaucoup, on vous lit beaucoup aussi, vous réfléchissez évidemment à l'essence du macronisme depuis 6 ans, et si Macron sur ce coup-là avait été bon, au fond, Arnaud Benedetti? Encore une fois, ce qui est clair, c'est que le problème, c'est qu'Emmanuel Macron est piégé, si vous voulez, par son propre discours. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui confronté à une réalité qu'il n'analysait pas ou qu'il ne diagnostiquait pas en 2016 et en 2017. C'est-à-dire qu'il avait une vision un peu irénique des quartiers, en considérant que ces quartiers, in fine, était d'une certaine manière une chance fantastique pour la France. Alors je ne dis pas qu'ils sont forcément, je veux dire, un handicap pour la France. La Californie française, il parlait de la Californie française. En référence à la Seine-Saint-Denis. La réalité, c'est que la situation est beaucoup plus nuancée. Il y a des talents dans ces quartiers. Il y a des jeunes qui font preuve d'initiative, qui essayent de s'en sortir. Je suis enseignant, moi, j'ai des étudiants qui viennent de ces quartiers et qui sont parfois de très bons étudiants. Il y en a qui investissent dans le monde de l'entreprise, il y en a beaucoup qui travaillent, mais après, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont des problèmes de fond et qui ne sont pas seulement des problèmes liés à la politique de la ville. Mais finalement, il y a 2 lectures aujourd'hui de ces événements. Il y a une lecture, et qui recoupe d'ailleurs le vieux clivage droite-gauche, d'une certaine manière, auquel Emmanuel Macron se retrouve confronté. Vous voulez dire, qu'est-ce qu'on fait de il y a la lecture sociale. Il y a la lecture sociale. Il y a la lecture sociale qui consiste à dire bon, il y a des insuffisances en matière de politique de la ville. On n'a pas donné assez de moyens. On n'a pas assez ciblé comme il le fallait un certain nombre de mesures pour finalement faire redémarrer l'ascenseur social, ce qui est quand même aussi une réalité. Et puis il y a une lecture que je qualifierais de plus politico-culturelle qui considère que, in fine, c'est la machine à assimiler qui aujourd'hui ne fonctionnerait plus et ne fabriquerait plus des citoyens. Alors on peut même aller plus loin, on peut dire que c'est une lecture, cette dernière lecture, qui insiste sur les ratés de l'assimilation ou sur les refus de l'assimilation. C'est une lecture un peu civilisationnelle. Est-ce que d'après vous, avant même les émeutes, au moment où il en avait été beaucoup question, Emmanuel Macron, avec sa référence au célèbre mot de Norbert Elias sur la décivilisation, avait tenté de s'approprier à son tour cette matrice civilisationnelle de laquelle il semblait jusqu'ici relativement éloigné, Arnaud Benedetti? Oui, on entend aujourd'hui dans la bouche du président de la République un certain nombre de propos qui essaye de dépasser, si vous voulez, le discours habituel sur, en fait, bon, tout ça, c'est un problème de politique de la ville. Manifestement, quand il dit qu'il faut des réponses fortes, il pense à des réponses qui doivent être intégrées dans un registre qui est celui de l'autorité républicaine. Il a raison. Je pense qu'il a raison. Il a forcément raison. Si vous voulez, moi je pense qu'il y a 3 raisons fondamentales qui expliquent aujourd'hui la dégradation de la situation avec laquelle on se trouve confronté. Première, c'est ce qu'on a signé, ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'en effet, le moteur de l'assimilation aujourd'hui ne fonctionne plus. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi il ne fonctionne plus. Parce qu'il a été vraisemblablement abandonné dans notre logiciel républicain depuis plusieurs décennies. Finalement, on a privilégié le droit à la différence sur le droit à la ressemblance et le devoir de ressemblance plutôt, c'est le devoir finalement qui est au cœur du modèle assimilationniste. Et puis ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est qui me paraît évident là aussi, c'est la question d'éducation. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on transmet via l'éducation nationale à ces jeunes qui se retrouvent sur les bancs des écoles, sur les bancs des collèges, sur les bancs de lycées?
quelle vision de la France nous transmettons, force est de constater que nous véhiculons très souvent une vision de la France qui est une vision de la France très repentante, ce qui ne contribue pas à faire adhérer à un modèle républicain. Repentante, c'est-à-dire effectivement une France qui aurait expié de nombreux crimes, plus qu'à transmettre une histoire glorieuse ou admirable. Alors Arnaud Benedetti, nous sommes ensemble ce matin sur Radio J, on fait le point sur la situation politique consécutive aux émeutes qui ont marqué la semaine dernière. On est sorti donc cette semaine, clairement, depuis lundi dernier, on est sorti de la séquence purement policière et sécuritaire pour entrer dans une séquence plus politique. D'après vous, comment Emmanuel Macron va-t-il, dans les jours qui viennent, gérer cette situation du retour à l'ordre progressif, mais en même temps, nous venons d'y faire allusion, de l'éclosion d'un certain nombre de débats de fond, qui de toute façon ne peuvent plus être chassés. On voit bien d'ailleurs qu'on n'est plus dans un moment, dans un paradigme tellement social-économique, qui était celui de la réforme des retraites. On est à nouveau dans un paradigme civilisationnel. Est-ce qu'il est si à l'aise que ça, d'après vous, dans ces eaux-là, Emmanuel Macron ? Non, c'est pas le registre où il est le plus confortable pour toutes les raisons qui sont liées à son parcours personnel. De nombreuses critiques ont vu le jour sur la faiblesse ou l'insuffisance régalienne de ce président de la République, d'ailleurs depuis qu'il est installé à l'Élysée. La difficulté aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est de parvenir à reprendre la main sur le plan politique et sur le plan parlementaire. Alors on dit beaucoup, je me fais l'écho de ce que beaucoup de commentateurs politiques disent, que son agenda personnel d'apaisement dans les semaines qui viennent est un peu bouleversé, parce que au fond c'est plus tellement sur le terrain économico-social des retraites et de ce qui s'ensuit qu'il aura à pratiquer cet apaisement avec sa première ministre, mais sur un terrain justement plus inflammable peut-être, qui est le terrain civilisationnel. Comment on s'y prend ? La grande difficulté, d'abord, il y a une difficulté, j'allais dire, qui est institutionnelle et qui est liée au rapport de force politique issu des élections législatives de 2022, c'est que les crises sont d'autant plus dures à encaisser pour l'exécutif qu'il ne dispose pas de l'amortisseur d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous savez, encaisser des crises successives comme celle des retraites, puis maintenant celle des émeutes, ça laisse forcément des traces à l'intérieur d'une majorité extrêmement relative. Alors, question que se posent tous nos auditeurs. Alors, Pardon, Benedetti, vous allez répondre, mais question que se posent tous nos auditeurs. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de la politique française, vous la commentez dans de nombreux lieux, vous dirigez la revue politique et parlementaire, on est ensemble avec vous sur Radio J. Est-ce que le moment est mûr dans la tête de l'exécutif français pour faire des appels du pied plus consistants à la droite française, à ce qu'il en reste, et co-gouverner ensemble le pays pendant les 4 ans qui restent ? Il y a un sujet. Il y a un sujet fondamental qui est un sujet qui doit arriver en principe à l'agenda parlementaire, c'est l'immigration. On a vu que sur l'immigration, et il n'y a aucune raison aujourd'hui que les Républicains baissent la garde, ils ont mis, si vous voulez, la barre très haut en matière, j'allais dire, de soutien au gouvernement sur le texte futur potentiel hypothétique sur l'immigration. Voilà, et on peut dire qu'Éric Ciotti et Laurent Wauquiez ont délibérément zémourisé une partie de leur discours sur ce sujet, de manière à faire en quelque sorte monter les enchères, vraisemblablement. Oui, alors est-ce qu'ils l'ont zémourisé ? En fin de compte... Ils ont copié Zemmour, quand même. Oui, alors sauf que le problème, si on regarde un peu sur la longue distance, la droite française, dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, avait des propositions qui étaient RPR et UDF, qui étaient elles-mêmes extrêmement considérées comme fermes, ou voire dures, selon le point de vue que l'on adopte. Donc c'est plutôt un retour, j'allais dire, aux fondamentaux d'une droite française. D'ailleurs, c'est ce que dit Éric Zemmour. Éric Zemmour dit, regardez, aujourd'hui, finalement, moi, ce que je dis, ce n'est pas très loin de ce que disaient le RPR et l'UDF à la fin des années, à la fin des années 80. Pour le dire très rapidement, vous avez raison, il se réclame de la ligne du RPR de son ami Charles Pasqua. Tout à fait. Alors, le problème, c'est que si vous voulez, pour aujourd'hui, pour nouer une alliance de gouvernement, il faut être deux. Il faut être deux. Alors, et qui fait défaut là, d'après vous, Arnaud ? Clairement les Républicains, pour l'instant. Les Républicains ont sauvé Emmanuel Macron sur le dossier des retraites. Auront-ils envie, au vu
de ce qui vient de se passer, de la situation et du contexte qui reste quand même encore très éruptif dans un certain nombre de quartiers, est-ce qu'ils auront intérêt et ils verront une opportunité que d'essayer de se lancer dans un compromis à l'allemande avec un gouvernement qui, malgré tout, et un président de la République qui reste quand même encore assez fortement impopulaire dans les études d'opinion. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, je pense que peut-être pour Emmanuel Macron, l'hypothèse, à un moment donné, pour essayer de lancer une initiative de ce type, c'est tout simplement d'en revenir aux urnes. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez, recomposer plus facilement à l'issue d'une nouvelle élection législative, que dans un contexte où le rapport parlementaire reste constant. Alors, le remaniement, on ne va pas vous demander de commenter s'il a lieu, s'il va avoir lieu, quand il aura lieu. C'est un peu devenu le serpent de mer de la vie politique française. Ça fait 6 mois qu'on en parle, il n'a pas lieu. Il n'aura d'ailleurs peut-être pas lieu pendant l'été, contrairement à ce qu'on lit ici ou là. Nous, on est ensemble sur Radio J ce matin, Arnaud Belletti, c'est passionnant. Question justement de perception. D'après vous, un républicain moyen, prenons sur la Côte d'Azur, comment perçoit-il, le président de la République, son action, sa ligne politique aujourd'hui? A-t-il envie de travailler avec lui? Mais vous savez, il y a différentes nuances de républicains. Y compris sur la Côte d'Azur. Oui, vous avez raison. Mais il n'en demeure pas moins on peut dire que Christian Estrosi n'est pas forcément sur la même ligne que David Lisnard, s'il faut. Oui, sauf que Christian Estrosi ne fait plus partie des Républicains. Absolument. Christian Estrosi a rejoint de fait la majorité, comme son collègue Renaud Muselier. Mais explicitement et clairement, compte tenu de, j'allais dire, la sociologie électorale, par exemple de la Côte d'Azur, je vois mal à ce stade un républicain venir prêter main forte à un exécutif dont il considère qu'il est en position de faiblesse sur un certain nombre de sujets régaliens. Après, vous savez, tout est possible en politique. Tout est possible en politique. Il y a plusieurs lignes chez les Républicains. En fait, vous avez 3 lignes. La ligne Sarkozy-Copé, qui est plutôt une ligne de compatibilité avec le macronisme actuellement. Oui, je résume, mais oui, vous avez la ligne Sarko-Copé, voilà. Éventuellement Rachida Dati aussi, tout à fait. Qui plutôt penche pour une alliance avec Emmanuel Macron, une ligne qui est une ligne que je qualifierais pour l'instant d'opposition, mais d'opposition plutôt de neutralité d'une certaine manière. On va voter au coup par coup, au fil de l'eau, un certain nombre de textes. C'est ce qu'on a fait au moment de la réforme des retraites. C'est plutôt la ligne Ciotti, Marlex, voire Retailleau. Et puis vous avez une ligne d'opposition ferme et catégorique où il est nullement question de pouvoir nouer un quelconque accord avec Emmanuel Macron. Tout à fait. Et donc, pour l'instant, c'est très difficile pour vous de dire quelle est celle des 3 lignes qui va triompher dans les mois qui viennent, en réalité. Ça dépendra de l'électorat LR. Clairement, aujourd'hui, quand même, l'électorat LR est un électorat plutôt d'opposition. C'est un électorat, le noyau dur qui reste, c'est quand même un électorat qui n'a pas flanché depuis maintenant plusieurs années par rapport aux appels du pied que pouvait faire la Macronie. Donc, j'allais dire, le barycentre, malgré tout, me semble-t-il, de la sociologie électorale des Républicains, c'est plutôt un barycentre qui penche pour une opposition déterminée à Emmanuel Macron. Alors nous sommes encore ensemble pendant près de 8 minutes sur Radio J ce matin. Arnaud Belletti, vous êtes politologue, vous êtes auteur de plusieurs essais, vous dirigez la revue politique et parlementaire, c'est passionnant. Alors on vient de parler de la droite française, on va parler de la perception internationale des événements qui ont secoué la France. On peut dire qu'il y a dans une partie de la presse internationale une interprétation, celle de la presse américaine, notamment de gauche, qui domine, qui consiste à accuser la République française d'un certain racisme systémique avec ses enfants issus de la banlieue. Le président de la République y a évidemment indirectement répondu. Il a aussi répondu à la France insoumise qui a grosso modo sur les mêmes positions en interne. Est-ce que ça ne contribue pas à le faire remonter dans les sondages? Oui, parce que, je ne sais pas si ça, on va voir si ça contribue ou non à le faire remonter dans les sondages. Ce qui est sûr, c'est que la position d'Emmanuel Macron, qui est de rejeter et de considérer comme nul et non avenu, a raison, à mon sens, ces critiques, c'est une position qui est celle de la grande majeure partie de l'opinion publique. Je vous prendrai un exemple. Ce matin, vous aviez... Toute tendance politique confondue. Hein. Oui, toute tendance confondue. Vous avez un sondage qui est sorti hier matin concernant les allocations familiales et la responsabilité des familles dont les enfants participent aux émeutes. Est-ce qu'il faut maintenir ou non les allocations familiales pour ces familles? Vous
vous avez aujourd'hui près de 70% des Français qui sont favorables à couper les allocations familiales des familles, des enfants qui ont participé aux EMET. Donc vous avez clairement un durcissement, une demande d'autorité, une demande de fermeté de la part de l'opinion publique à laquelle Emmanuel Macron ne peut pas faire la sourde oreille. Et il a tout intérêt à le faire, d'autant plus qu'il y a comme une opposition de gauche radicalisée qui, d'une certaine manière, par contraste et par, une critique toujours plus radicale de l'action d'Emmanuel Macron, recrédite d'une certaine manière en autorité et en fermeté les positions d'Emmanuel Macron. Et apparaît, si vous me passez l'expression, par défaut, j'allais dire presque. Arnaud Belletti, en quelque sorte, cette extrême gauche de plus en plus alliée à une forme d'anti-France éditoriale, comme celle à laquelle nous faisions allusion à l'instant, c'est-à-dire ces reproches systémiques contre la République, de nature comme étant raciste par nature, etc. Effectivement. Alors, nous sommes ensemble sur Radio J. Il nous reste encore 2 grandes questions à aborder. Vous avez parlé du chantier de l'éducation. Le président de la République a suscité la polémique en milieu de semaine en disant si ça se reproduisait, je n'exclurais pas de suspendre l'accès aux réseaux sociaux pendant les périodes de troubles les plus intenses. Sur le fond, c'est pas une si mauvaise idée que cela, quand on sait le rôle, qui est aujourd'hui corroboré par la plupart des éducateurs, le rôle incitatif, mimétique des réseaux sociaux dans ce genre de troubles. Je ne suis pas sûr que finalement tout ce qui s'apparente de près comme de loin à des mécanismes de censure soit la bonne réponse. Et ça accrédite d'une certaine manière la propension parfois illibérale du macronisme lorsqu'il se retrouve en Ouais. Oui, je pense que, si vous voulez, moi j'ai jamais considéré Emmanuel Macron comme un grand défenseur du libéralisme politique. Il se réclame du libéralisme, mais sa pratique du pouvoir n'est pas une pratique du pouvoir qui correspond au canon du libéralisme. Si vous voulez, la défiance qu'il a vis-à-vis des corps intermédiaires, la défiance qu'il a vis-à-vis des contre-pouvoirs, un certain nombre quand même de mesures tout à fait exceptionnelles qui ont été prises durant la crise sanitaire en France, bien plus qu'ailleurs, montrent qu'il y a une tendance de verticalisation de la pratique du pouvoir chez Emmanuel Macron qui ne correspond pas au canon de la démocratie libérale. Je ne dis pas qu'il est illibéral, mais je dis qu'il y a une propension parfois dans un certain nombre de ses actes à une forme d'illibéralisme. Et que même, où on coupe les réseaux sociaux, Alexis Lacroix. En Chine, certes, voilà, exactement. Mais avec d'autres motivations néanmoins. Tout à fait. Alors, comme vous êtes très bon, pour la fin, je vous ai réservé un petit exercice de politique fiction. Ouf. Oui, Arnaud Belletti, vous êtes politologue, mais là, vous allez vous glisser dans la peau du responsable public. Imaginons, vous êtes le président de la République. Qu'est-ce que vous faites dans les mois qui viennent, les années qui viennent, Dieu m'en préserve. Oui, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous faites pour accomplir cette promesse qui était au cœur, de sa matrice politique d'origine, la réconciliation entre les Français, entre les différentes Frances, et qu'est-ce que vous faites, pour reprendre l'expression à la mode d'aujourd'hui, pour réparer véritablement ce pays de plus en plus morcelé, Arnaud Benedetti? De toute façon, c'est un travail de fond qui permettra de recoudre les plaies multiples et variées d'une société qui est extrêmement archipélisée. Mais vous savez, l'archipel français, vous me permettrez ce petit détour par l'histoire, il a toujours existé. Contrairement à ce qu'on... Mais bien sûr, l'archipel français, vous savez, à la veille de la Révolution française, Mirabeau disait « La France est un agrégat de peuples désunis ». Sauf qu'il y avait un agrégat. L'agrégat, c'était l'État. Et l'État joue un rôle absolument essentiel dans la culture politique française et dans l'histoire politique française. Il faut rétablir le rôle de l'État. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut... Sauf qu'il y a un petit problème. Je vais le dire avec mes mots, vous êtes en train de nous dire que ce qu'il faut vraiment qu'il arrive à faire, avec ses équipes, c'est à restaurer ce transcendantal de la République. Ah, complètement. Voilà. C'est absolument essentiel, mais ça passe par l'éducation nationale, ça passe par le recours à une morale civique et citoyenne qui devienne une boussole pour les jeunes gens qui sont dans les écoles, qui sont dans les collèges et qui sont dans les lycées. C'est restaurer d'une certaine manière une forme de récit national qui fasse à nouveau aimer la France. Et c'est en effet arriver à nouer un contrat où l'assimilation absolument indispensable pour fabriquer de la citoyenneté soit indexée sur une capacité à refaire démarrer l'ascenseur social. Il n'y a pas d'assimilation s'il y a des inégalités. Il faut que l'assimilation et les luttes contre les inégalités
aillent de concert. Alors en 10 secondes, c'est encore possible ce double redémarrage que vous évoquez, Arnaud Benedetti? Ça nécessitera des changements politiques à l'intérieur de son gouvernement. Je ne suis pas sûr que, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui, M. Pape Ndiaye, soit le mieux placé pour mener ce type de politique. Et quand on sait le rôle matrice de l'Éducation nationale, je crois que là, il y a un vrai chantier. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J, Arnaud Benedetti. Je rappelle Comment sont morts les politiques, Chaos avec Stéphane Rosès, c'est le livre à lire en ce moment, aux éditions du Cerf, tous les deux. On vous souhaite un très bon Shabbat, ainsi qu'à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Merci à vous.